Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Retrouvez Ligne Droite avec le soutien de terredefrance.fr, une collection d'articles entièrement fabriqués en France et dont tous les bénéfices sont reversés à des agriculteurs, des familles de militaires et des écoles rurales. terredefrance.fr. C'est donc le think tank américain Marco Polo, le think tank, le laboratoire de pensée pour parler français, puisque nous sommes ici des protecteurs de la langue française, mais il s'agit bien d'une affaire américaine. Donc ce laboratoire de pensée Marco Polo a publié le 20 octobre dernier un rapport sur l'affaire de, vous savez, l'ordinateur de Hunter Biden, dont on a déjà parlé ici, Hunter Biden, qui est le fils du président américain Joe Biden. Un rapport très documenté qui met en cause le fils du président de la République sur plus de 630 pages avec tout simplement un certain nombre de crimes, 459 documentés par ce think tank Marco Polo et pas des moindres, détention illégale d'armes à feu, achat, possession, usage de stupéfiants, fraude fiscale, détournement de fonds pour plusieurs millions d'euros, collusion, conflit d'intérêts au niveau national, prostitution, voilà, avec des relations consenties ou pas avec mineurs. Donc une bombe, en tout cas, qui devrait faire l'effet d'une bombe à quelques jours désormais des élections des midterms, puisque le mardi 8 novembre prochain, les Américains seront appelés à renouveler l'ensemble de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. Alors la bombe va-t-elle vraiment exploser ou va-t-elle faire pchit sous la pression démocrate ou sous la pression médiatique? Je rappelle que cette affaire Hunter Biden n'est pas nouvelle, elle avait commencé à sortir juste avant les élections américaines des présidentielles, notamment publiées par le New York Post, et qu'elle avait été dénigrée à ce moment-là par l'ensemble de la classe médiatique, censurée par les réseaux sociaux. Et puis un an après, même le New York Times a reconnu que finalement l'affaire, le contenu de ce dossier sur Hunter Biden dans le laptop de Hunter Biden était la vérité. Comme quoi, un an après, la vérité des pourfendeurs de vérité est reconnue. Alors pour en parler aujourd'hui, pour parler de cette affaire gravissime qui pourrait faire balancer également les élections des midterms, nous sommes avec Charles Gave. Bonjour Charles Gave. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes financier, entrepreneur et fondateur de l'Institut des Libertés. Et nous sommes également avec Stanislas Berton. Bonjour Stanislas Berton. Bonjour Clémence, bonjour Charles. On vous connaît bien, vous êtes spécialiste des risques systémiques et analyste des effets du mondialisme et auteur de ces 3 livres, Être français, l'être est ma sœur, L'homme et la cité, volume 1 et 2, et La France retrouvée, le tout aux éditions Le Temps retrouvé. Alors, peut-être pour commencer, je vais demander à Stanislas Berton de nous donner un petit peu plus d'indications sur ce rapport Marco Polo. Oui, merci Clémence. Alors déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous remercier parce que ça fait une semaine que j'ai abordé donc le sujet de ce rapport à l'antenne d'André Berkoff et personne ne s'est emparé du sujet dans les grands médias. Donc on a quand même un sujet, comme vous l'avez dit, qui est explosif, qui est un scandale de corruption qui est plus important que le Watergate, d'une magnitude absolument bien supérieure. Et personne n'en parle. Donc il y avait André Berkoff, aujourd'hui vous, mais le silence sur ce sujet est absolument assourdissant. Et c'est là d'autant plus étonnant, Stanislas Berton, que ce rapport a été donc envoyé par le think tank Marco Polo à l'ensemble des sénateurs, des parlementaires du Congrès américain. Donc maintenant, on ne peut pas dire qu'ils ne savaient pas. Oui, et puis surtout, on ne peut pas dire que c'est, alors au choix, un complot des Russes, une élucubration de complotistes, puisque tout est sourcé. Il faut quand même que les auditeurs comprennent que ce rapport peut être consulté en accès libre. Il n'est pas réservé aux journalistes ou même à des élus. On peut le télécharger. J'ai donné les liens sur les réseaux. Les gens peuvent le trouver très facilement. Et il est documenté, sourcé. C'est un travail d'enquête qui a pris presque un an, plus d'un an, je crois même, 16 mois, et qui est sourcé, documenté, images à l'appui. Ils ont analysé des centaines de milliers d'emails, de conversations, des photos, des uploads de vidéos sur Internet. Enfin, c'est vraiment un travail de documentation qui est en béton armé, qui ne peut pas être contesté. Un travail qui aurait pu être celui de la CIA, par exemple. Oui, ou même celui d'une cellule d'investigation d'un grand journal à l'époque où les journalistes faisaient encore leur travail. Alors, revenons sur ce que contient ce rapport avant de donner la parole à Charles Gave et son analyse.
Stanislas Bertrand. Oui, alors, sur ce rapport, oui, tout à fait. Alors en fait, il a été fait par le think tank, donc vous l'avez dit, Marco Polo qui est dirigé entre autres par Gareth Ziegler, qui était un ancien de l'administration de Trump. Et en fait, ce rapport, c'est le contenu, comme vous l'avez dit, de l'ordinateur d'Hunter Biden, donc le fils du président Joe Biden, qui en 2019 dépose cet ordinateur chez un réparateur informatique qui, en essayant de sauver les dossiers, se rend bien compte qu'il y a des choses très graves qui sont sur cet ordinateur, qui contacte le FBI, et après le FBI se sent que le dossier est vraiment explosif, aussi bien politiquement qu'au niveau de l'ampleur de la corruption qu'il révèle, et en fait tout le monde essaye un peu de se refiler le bébé, et finalement le contenu de cet ordinateur arrive entre les mains de ce think tank qui voit que personne ne s'empare de ce sujet, et donc qui se lance avec toute une équipe dans l'analyse du contenu et qui propose aujourd'hui une synthèse de ce contenu. Charles Gave, ce contenu, on l'a dit, détient des éléments gravissimes pour Hunter Biden. Mais aussi pour son père. Et pour son père, on va y revenir. Est-ce que donc vous-même, vous avez également pris connaissance de ce rapport. Quel est le plus grave selon vous, qui est le contenu dans ce rapport ? Mais je vais vous répondre en bottant en touche, selon la vieille expression. Ce qui m'ennuie le plus, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte que le ministère de la Justice aux États-Unis, qui est chargé de poursuivre, est complètement dans les mains des démocrates. C'est-à-dire, ce qu'il y a de plus affreux là-dedans, c'est que ce rapport avait été déposé au FBI, d'après mes souvenirs, 1 an avant l'élection présidentielle américaine, et il a été complètement enterré. C'est-à-dire que c'est pas qu'il s'est promené dans les... C'est-à-dire qu'on ne l'a pas vu, puis ensuite, en fin de parcours, comme rien ne se passait, Giuliani a eu accès à une copie du rapport. Et donc, à ce moment-là, Giuliani a essayé de le faire sortir, c'est sorti dans le New York Post, et le New York Post a été littéralement interdit d'Internet. Tout à fait. En attendant que l'élection présidentielle se passe. Dénigré et interdit des réseaux sociaux. Et interdit des réseaux sociaux, complètement interdit, par Zuckerberg et compagnie. Donc on est dans un monde très curieux, où l'administration américaine est ainsi faite que c'est le ministère de la Justice qui doit poursuivre. Mais il y a quelque chose qui ressort de l'élection de Trump, pendant son pouvoir, c'est qu'il n'a jamais réussi à reprendre le contrôle du ministère de la Justice. Le FBI, par exemple, a travaillé contre lui, tout le temps. Il y a eu ce fameux rapport où on essayait de montrer qu'il était un agent russe, et puis ça n'a rien donné. Le rapport Mueller, ça n'a rien donné. Donc, si vous voulez, ce qui m'étonne le plus dans tout ce qui s'est passé là, c'est le fait qu'un président des États-Unis ne soit pas obéi par son administration. Par exemple, à ce jour, et c'est pas dans le rapport non plus d'ailleurs, on ne sait pas qui a décidé de déclencher une enquête du FBI contre le président élu. Il s'est retrouvé avec une enquête contre lui, sans qu'il ait été prévenu. Là, vous parlez du président Trump. Je parle du président Trump, et sans qu'il ait été... Et personne n'a jamais dit qui avait ordonné cette enquête. Je ne peux pas croire une seconde que c'est pu être le FBI tout seul qui a décidé de lancer une enquête contre le président des États-Unis, qui venait d'être élu, donc l'ordre avait été donné, et à la limite, il ne peut avoir été donné que par Obama. Et donc, il y a eu maintenant un procureur qui cherche depuis 2 ans l'origine de la... Qui a donné... Durham le procureur Durham, qui a donné cet ordre, et on ne le sait pas. Et donc pendant 4 ans... Et là, pour le moment, le procureur Durham travaille toujours. Il travaille toujours, mais pour l'instant, non, il n'est pas mis, mais pour l'instant, il a épinglé 2 ou 3 lampistes, mais on n'a pas réussi à remonter jusqu'à la personne qui a donné l'ordre. Alors, on sait très bien que le rapport avait été, pas ce rapport, le précédent, celui qui a incriminé le président des États-Unis, avait été payé par l'administration Clinton. Donc moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on se rend compte que, vous savez, cette fameuse État profond aux États-Unis, il fonctionne très bien en contrôlant la justice. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous contrôlez la justice, vous pouvez lancer des enquêtes contre des gars. Bien sûr. Et puis vous pouvez les démonétiser, les décrédibiliser. Et elles peuvent durer très longtemps, comme le rapport Mueller. Elles peuvent durer très longtemps, et ça le temps de décrédibiliser un candidat. Non seulement un candidat, mais tous les gens qui travaillent pour lui. Donc le vrai problème, c'est qu'est-ce qui se passe dans nos démocraties, et c'est pas unique aux États-Unis, pour que la justice soit au service d'une partie des gens, enfin des démocrates, parlons clairement,
et que cette justice soit à sens unique, et que la presse ne prenne ses ordres et ses informations que du parti qui contrôle le ministère de la Justice. Donc, on a un vrai problème presque, démocratique, que la justice n'est plus aveugle aux États-Unis. C'est vraiment un système, et c'est très grave. Donc, si jamais le prochain président républicain, s'il y en a un, la première chose qu'il devra faire, il va falloir déminer tout ça, parce que le patron du FBI, tous les grands patrons du FBI, tout ça, ont travaillé pendant 4 ans à dézinguer Trump. C'est quand même extraordinaire, et de la CIA aussi. Et ils ont été convaincus de mensonges en face du Congrès. Normalement, ils auraient dû faire de la tôle. Il n'aurait rien arrivé. Donc, non seulement il y a une prise en compte de la justice, mais quand ils se font prendre la main dans le sac, il n'y a aucune sanction. Donc, vraiment, on a un vrai problème de justice qui ne fonctionne pas. D'une justice qui fonctionne à sens unique. Les États-Unis, on a encore cette image peut-être d'un pays très procédurier, mais d'une justice qui fonctionne. Qui fonctionne, mais ça, vous avez 2 axes dans la justice. Vous avez les juges, dont un certain nombre d'entre eux sont parfaitement honorables, et puis vous avez la partie exécutive de lancer une enquête et de la continuer. Et par exemple, le FBI savait au bout de 3 mois que toutes les accusations portées contre Trump, dans le rapport Mueller par exemple, étaient fausses. Donc ils le savaient, et ils ont continué pendant 2 ans. Mais ils savaient, on sait aujourd'hui, de sources sûres, on a les documents, on a tout, qu'ils savaient. Donc on se dit, mais dans quel monde vit-on, quoi ? Alors revenons sur cette affaire Hunter Biden. Vous l'avez dit, vous l'avez évoqué, il y a ce lien, alors ça c'est quand même gravissime, entre Hunter Biden qui travaille en Ukraine, notamment dans l'entreprise Burisma, on va en reparler, membre du conseil d'administration de Burisma, et qui profiterait de sa relation avec son père pour des affaires de collusion, là, clairement. Mais on le sait très bien, puisque par exemple, si vous parlez de l'Ukraine, celui qui était chargé dans l'administration Obama de s'occuper du dossier ukrainien, c'était Biden lui-même. Et on sait que Biden a fait virer, ils sont déventés d'ailleurs à la télévision, à la radio, c'est imbécile, il a fait virer le procureur ukrainien Shokin. Il a fait destituer le procureur ukrainien Shokin parce que celui-ci refusait. Il a dit au président ukrainien de l'époque, ou bien vous virez ce gars-là, ou bien je vous verse pas $2 milliards. Alors je vous propose qu'on réécoute, on a 2 extraits justement de l'époque qui ont été ensuite diffusés d'abord par une taupe, on va dire, par un avocat ukrainien, et puis ensuite qui a été repris par la presse américaine. Alors, le premier échange, oui, très peu, mais bon, authentifié en tout cas, puis reconnu, vous l'avez dit, par Joe Biden lui-même. Le 13 mai d'abord 2016, c'est donc à ce moment-là Joe Biden, vice-président des États-Unis, qui appelle Poroshenko, donc qui est alors le chef de l'État de l'Ukraine, pour le féliciter de la destitution du procureur ukrainien Shokin. Écoutez, je vous fais la traduction. Hey, Mr. President, Joe Biden, how are you? Bonjour, Monsieur le Président, c'est Joe Biden, comment allez-vous? Très bien, merci, comme toujours, quand j'entends votre voix. Eh bien, vous faites du bon boulot, bravo pour l'installation du nouveau procureur général. Je sais qu'il y a beaucoup plus que ça qui a été fait, mais vraiment, je pense que c'est très bien, c'est une bonne chose. Je comprends que vous travaillez avec la Rada dans les prochains jours sur un certain nombre de nouvelles lois pour sécuriser l'IMF. Mais cela va être difficile pour le procureur de travailler rapidement afin de réparer ce que Shokin a fait. Je suis un homme de parole et maintenant que le procureur général est en place, donc le nouveau procureur général, nous allons pouvoir signer le prêt de $1 milliard. Alors je ne sais pas comment vous voulez que nous procédions, puis après il rentre tout simplement dans des éléments pratico-pratiques. Nous avons des hommes de confiance qui peuvent venir avec une valise sur place à Washington ou inversement. Enfin. Et alors il y a un deuxième échange le 16 novembre 2016, donc toujours Joe Biden. Qui a de nombreux échanges avec Poroshenko, qui appelle donc Poroshenko. Il lui demande de ne pas coopérer avec l'administration Trump entrante, puisque là, Trump va prendre le pouvoir d'ici quelques jours, le 16 novembre 2016. Écoutez. Alors, la situation est très très proche de ce que je ne veux pas voir arriver. Je ne veux pas que Trump soit mis dans une situation où il pense que le système financier s'effondre et qu'il se mette à chercher de l'argent pour l'Ukraine.
C'est ce sur quoi nous allons nous pencher avant qu'il ne soit suffisamment installé pour connaître les détails. Donc là, vous avez une journaliste qui décrit l'échange. En d'autres termes, Biden ne veut pas que l'Ukraine demande de l'argent à Trump, car en faisant ça, il pousserait Trump à découvrir certains détails. Et donc Biden reprend. Donc ce que vous pouvez faire, c'est pousser la private bank à fermer afin que l'IMF puisse offrir un prêt à l'Ukraine. C'est ce que je vous suggérerais respectueusement, c'est important pour votre économie et pour votre sécurité physique. Voilà, donc le son est très mauvais parce que je crois qu'il est justement dans l'avion à ce moment-là, Biden. Mais vous comprenez quand même que ce sont des échanges gravissimes, encore une fois. Ben, d'abord, il y a une tentative de corruption, ensuite il y a une menace, et ça explique tout. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est de voir que cet homme dit des choses dont il sait qu'elles sont gravissimes. Donc il se sent complètement à l'abri de toute poursuite. Donc il se sent sans doute parce que il y a le FBI et la CIA qui n'ont dit qu'il lui arriverait rien. Et moi, c'est ça qui me surprend le plus, c'est cette espèce de totale impunité de cette espèce de classe de l'État profond. On sent très bien que ils font des fausses déclarations devant le Congrès, ils doivent faire de la tôle, il leur arrive rien. Ils mettent en cause un président des États-Unis, il n'y a personne qui est complètement innocent, il n'y a personne qui les poursuit. Enfin, je veux dire, il se passe des phénomènes très très curieux dans le ministère de la Justice. Mais j'aimerais bien que Stanislas nous donne quelques exemples de ce qu'il y a dans ce dossier, parce que il y a quand même des trucs tout à fait détonnants, quoi. Bien sûr. Alors, Stanislas Berton, plusieurs choses sur ce lien de Joe Biden avec l'Ukraine et de son fils, Hunter Biden, puisque rappelons tout de même que l'une des raisons pour lesquelles peut-être, possiblement, Joe Biden souhaitait se débarrasser de Shokin, du procureur général Shokin, c'est parce qu'il enquêtait notamment sur Burisma, où travaillait son fils, Stanislas Berton. Oui, alors Burisma, ça c'est très détaillé dans le rapport, hein. Il y a vraiment tout un énorme dossier sur ça, mais je voudrais revenir sur la question de l'Ukraine, parce que, par exemple, on nous a présenté, il y a deux aspects dans ce dossier, c'est-à-dire on nous présente depuis le début de l'opération militaire spéciale la souveraineté ukrainienne attaquée par l'impérialisme russe. Mais quand on voit ce dossier, on voit que la souveraineté ukrainienne, en fait, c'est une illusion, c'est un mensonge, puisque en coulisses, il y a l'État profond américain. On se rappelle de Victoria Nuland qui, en 2014, plaçait déjà ses hommes dans le nouveau gouvernement ukrainien. Là, on voit que Poroshenko est avec Biden. Et au-delà de Burisma, je voudrais revenir sur un autre aspect, c'est l'entreprise Metabiota. Parce que Hunter Biden, via son fonds Rosemont-Seneca, finance l'entreprise Metabiota, et aujourd'hui on a des éléments, j'en avais parlé sur votre antenne en début d'année, finance des laboratoires de recherche bactériologique en Ukraine via des entreprises qui sont contrôlées indirectement par Hunter Biden, notamment Metabiota et l'entreprise Black & Veatch. Donc ça, c'est un aspect aussi très important du dossier. Et alors pour revenir présence des laboratoires qui a été reconnue par Victoria Nuland. Donc on ne peut pas dire que ce sont encore de fausses informations. Oui, tout à fait. C'était des recherches qui étaient interdites aux États-Unis. Oui, donc c'est bien pratique d'aller les mettre en place. Donc on va les faire par des gars là-bas. S'il y a un virus qui s'échappe, on ne pourra pas dire que c'est les États-Unis. Tout à fait. Exactement. Donc maintenant, pour revenir à la deuxième partie, ce que demandait Charles, en fait, le rapport, il est structuré en trois grandes parties, c'est-à-dire trois types de corruption. Il y a la corruption qui touche corruption économique, donc là on vient d'en parler, il y a Burisma, il y a tout le trafic d'influence, alors c'est très large, hein. Il y a l'Ukraine, mais il y a aussi la Chine, il y a beaucoup de liens avec Burisma, vous pouvez revenir dessus, parce que c'est important quand même pour nos auditeurs qui ne connaissent pas cette entreprise. Oui, en fait, Burisma, c'est une entreprise, une énorme entreprise de l'énergie en Ukraine. Et en fait, donc, Hunter Biden est mis en relation avec les oligarques, parce qu'en fait, toutes ces grandes entreprises sont contrôlées par des oligarques, hein, qui ont dépecé, un peu comme en Russie, l'industrie ukrainienne au moment de l'effondrement de l'Union soviétique. Et donc, en fait, ils expliquent que ça serait bien pour avoir des gens à l'intérieur, d'avoir des gens du profil de Hunter Biden, fils du vice-président des États-Unis. Donc, on va le bombarder à un titre complètement fictif de consultant sur des sujets. Par exemple, c'est assez drôle, je crois qu'à un moment, lui propose même un poste lié à l'éthique.
C'est dans le sens de l'humour. Oui. Oui, dans le sens de l'humour, exactement. Et il va être payé, je ne sais plus combien de têtes, $300,000 pour un job fictif auquel il ne se présentera jamais. Et puis on comprend que pour que les dossiers avancent, c'est toujours mieux d'avoir Hunter Biden qui est officiellement dans l'équipe. Voilà, c'est ce genre de choses. D'après les républicains, il est payé $50,000 par mois jusqu'à son départ en avril 2019 au sein du conseil d'administration de Burisma. Donc, entreprise spécialisée dans le gaz. Donc, c'est quand même intéressant. C'est le nerf de la guerre actuelle. C'est ça, exactement. Oui, et la plus corrompue de toutes les entreprises ukrainiennes, d'après les rapports internationaux. Et il faut savoir que l'Ukraine est, de tous les pays, celui qui est le plus... Je crois qu'il y a que 2 pays qui sont plus corrompus que lui, d'après les ONG qui s'occupent de ça. Oui, tout à fait. Mais donc là, il y a l'Ukraine, donc il y a une grosse partie, mais il y a aussi la Chine, puisqu'il y a des grands oligarques chinois qui le contactent aussi pour faire des affaires. Et en fait, quand on creuse, comme souvent en Chine, on se rend compte qu'en fait, ce sont des entreprises qui sont en fait liées au parti, en fait, au pouvoir, au parti communiste chinois. Et en fait, au moment, enfin, il y a vraiment toute cette collusion, mais ça va bien plus loin. Il y a, quand on creuse un petit peu, parce que ça, c'est les 2 gros dossiers. On parle toujours de l'Ukraine et de la Chine, mais il y a aussi le Mexique. Il travaille avec des grosses entreprises mexicaines. Il y a la Libye aussi. Il y a plein de pays comme ça. Donc ça, c'est vraiment la partie corruption et trafic d'influence. Et il y a plusieurs éléments du rapport. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on pourrait dire beaucoup de choses, mais où on voit que Joe Biden lui-même est dans la boucle de ces discussions, et notamment le célèbre email où il y a écrit 10% for the big guy, c'est-à-dire on va donner 10% au big guy, et dans le contexte de l'email, c'est évident que c'est bien sûr de Joe Biden dont on parle. Et donc ça, c'est la partie vraiment... je dirais corruption business. Alors après, il y a la partie corruption morale et sexuelle. Alors là, qui est vraiment un festival de toute la débauche qu'on peut imaginer, puisque comme vous l'avez dit dans votre introduction, Hunter Biden se livre à la prostitution. Alors qui se mélange vraiment avec des escortes. Il filme tous ses ébats. Alors ça, c'est vraiment assez incroyable, c'est qu'il documente absolument tout ce qu'il fait. Et il y a quand même quelque chose qui est sidérant, c'est qu'il a téléchargé des vidéos et des photos de ses ébats sur des grands sites pornographiques. C'est-à-dire qu'il a vraiment il a créé des comptes où il a téléchargé tout ça. Et puis après, il y a des histoires encore plus sordides de mœurs, parce que par exemple, il a une relation avec sa belle-sœur, donc la femme de son frère Beau Biden, qui est décédée, donc c'est la veuve. Et donc, il trompe sa femme avec sa belle-sœur, et ça donne lieu, on est vraiment presque dans une version sordide de Dallas, c'est-à-dire ils s'échangent des textos, c'est des conflits familiaux, vous imaginez l'ambiance à l'intérieur de la famille Biden. Ça, vous rajoutez à ça des choses un peu tendancieuses qui se passent avec sa nièce, où on a plein de textos qui disent « il ne faut surtout pas que tu restes seul avec des enfants, je ne veux pas qu'Hunter Biden reste avec des enfants jeunes aux réunions de famille ». Enfin, vous voyez, c'est vraiment... C'est vraiment de son père. Voilà. Oui, voilà, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre, comme on dit. Mais ce qui est en fait très inquiétant dans ce dossier de corruption sexuelle, parce qu'on a parlé de corruption commerciale, on va dire, mais au niveau national. Donc là, on peut vraiment voir ce qui est très grave pour l'intérêt de l'État américain, puisqu'on voit ces échanges et ces influences dans d'autres pays. Mais pour la corruption sexuelle, c'est que finalement, ça peut être une monnaie de chantage aussi contre Joe Biden. C'est évident, ça peut être une monnaie de chantage. Mais aussi, on peut dire aussi que le frère du président a bénéficié de contrats en Irak, etc., quand il y avait la guerre en Irak, immobiliers qui sont absolument gigantesques, alors qu'il n'avait jamais fait d'immobilier de sa vie. Donc le jeune Biden a des contrats de consultant pétrolier, alors qu'il ne saurait pas reconnaître le diesel de l'essence. et le frère qui n'a jamais fait d'immobilier a des contrats gigantesques en Irak. Donc il semble bien que la corruption... Mais ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que tout ce que je vous dis là, on le savait avant l'élection. Et que la presse s'est tue. Moi, ce qui me paraît extraordinaire, c'est le silence de l'homme. Cette complicité. Cette complicité de la presse extraordinaire. On va en reparler, et puis on va justement voir si ce rapport Marco Polo peut, lui, avoir un certain effet avant les midterms. Et pourquoi, d'ailleurs, on peut enfin parler de ces sujets-là maintenant. Eh bien, on en parle après ce Flash Info. Il est 8h01 sur Ligne Droite, et nous retrouvons Emmanuel Noël. Ligne droite, le témoin a dit la vérité. Il doit être exécuté.
La table ronde. Je rappelle, pour ceux qui reprennent cette table ronde seulement maintenant que le think tank Marco Polo, le laboratoire de pensée américain, a publié le 20 octobre dernier un rapport sur l'affaire de l'ordinateur de Hunter Biden, avec donc un rapport très très documenté, avec plus de 630 pages, mais surtout 459 crimes répertoriés, détention illégale d'armes à feu, possession, usage de stupéfiants, fraude fiscale, détournement de fonds, collusion, conflit d'intérêts au niveau national, prostitution, criminalité sexuelle, voilà rien que cela pour résumer seulement. Et donc pour en parler, nous sommes toujours avec Charles Gave, financier, entrepreneur, fondateur de l'Institut des Libertés, et Stanislas Berton, spécialiste des risques systémiques, analyste des effets du mondialisme, et ce dernier livre de Stanislas Berton, La France retrouvée, aux éditions Le Temps retrouvé. Alors, nous commencions à évoquer, depuis le début d'ailleurs, mais la question de l'impunité, de la complicité des médias, puisque c'est une affaire qui finalement n'est pas nouvelle. Elle a déjà été publiée par notamment le New York Post un an après. C'est ça, c'était un an, Charles Gave, avant les élections présidentielles américaines. Non, le dossier, l'ordinateur avait été déposé un an avant, puis il a été mis. On l'a pas vu arriver. Enfin, il a disparu dans le FBI, mais le gars avait fait des copies et il a donné ses copies un mois avant l'élection présidentielle américaine. À Giuliani. À Giuliani, ce qui a fait exploser le truc. Mais voilà. Un mois avant, donc suffisamment tôt normalement pour pouvoir changer le cours d'une élection. Mais la CIA et le FBI ont dit que c'était une manœuvre russe. On dit que c'était une manœuvre russe. Donc ils ont encore une fois menti, ils n'en savaient pas plus. Ils ont assuré le Congrès que c'était un tissu de mensonges, etc. Donc, le vrai problème, c'est que vous avez par exemple le ministère de la Justice, le ministre de la Justice aujourd'hui qui s'appelle Garland, qui était un gars qui aurait dû être à la Cour suprême, mais il y avait eu des manœuvres pour l'empêcher d'y arriver, parce que les démocrates n'avaient pas la majorité au Sénat à l'époque, donc on avait attendu 6 mois l'élection, puis c'est Trump qui a choisi le suivant. Et donc ce ministre de la Justice aurait dû être à la Cour suprême. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que ce gars-là n'arrête pas, il fait partie de cette espèce de contrôle de la justice par les démocrates, et je suis enchanté qu'il ne soit pas à la Cour suprême. Parce que aurait-il été à la Cour suprême, si vous voulez, c'était un juge dont on savait qu'il votait en fonction d'idéologies stupides. Donc, moi, je suis absolument content que ce gars-là n'y soit pas, parce qu'on nous expliquait que c'était un nouveau Solon, on allait voir ce qu'on allait voir. Et en fait, c'était une basse crapule. Stanislas Berton, concernant cette impunité, d'abord côté donc justice, avant d'aborder aussi la question de la complicité des médias, et puis enfin de l'effet que peut avoir ce rapport, encore une fois, cette fois-ci très détaillé et remise aux mains de l'ensemble des membres du Congrès. Oui, je rejoins tout à fait l'analyse de Charles, c'est-à-dire ce qui est frappant dans cette histoire, c'est qu'on voit bien en fait la structure du contrôle de l'État profond sur la vie publique au sens large américaine. C'est-à-dire que vous avez le FBI qui enterre les dossiers, vous avez la communauté du renseignement qui vient et qui dit « mais rien à voir, c'est un complot des Russes ». Vous avez les GAFA, donc Facebook, Twitter, qui censurent l'info et qui censurent même l'info quand des journalistes essayent d'en parler, donc comme le New York Post. Oui, des journaux connus, le New York Post. Quand même. C'est le deuxième plus ancien aux États-Unis. Exactement. Et vous avez en bout de chaîne les grands médias, donc les médias de masse, qui ne parlent pas de l'affaire, et on le voit d'ailleurs encore aujourd'hui en France, puisque même en France, a priori, on pourrait dire c'est une affaire qui nous concerne que de manière indirecte, eh bien le simple fait de l'évoquer, personne n'en parle. Donc on voit comment une information capitale peut être complètement supprimée, et en fait, donc les gens en fait ne sont pas informés, les gens ne sont pas conscients de ce qui se passe réellement et de la nature profonde des gens qui prétendent les diriger. Est-ce qu'on peut se poser la question, le contrôle de la justice, il n'existe pas en France ? Parce qu'on a quelques histoires qui traînent dans les dossiers, je ne sais pas. Oui, c'est vrai qu'on peut comparer les différentes rapidités, vélocités sur certaines affaires et d'autres. La rapidité avec laquelle on a traité Fillon. L'affaire Fillon. Oui. Et puis la lenteur d'un certain nombre de procédures qui doivent avoir lieu. Qui concernent les membres du gouvernement macroniste, par exemple. Voilà, dont le ministre de la Justice. Donc, si vous voulez, on sent bien que cette espèce de contrôle de la justice, les États profonds ont compris qu'il ne peut rien leur arriver s'ils contrôlent la justice. Mais est-ce que ça peut tenir encore longtemps ? Et deuxième question, Stanislas Berton, c'était le deuxième volet de ma question de tout à l'heure. Finalement, est-ce que vous pensez que ce rapport-là peut avoir un effet, un véritable effet pour les élections demi-mandat qui ont lieu dans quelques jours maintenant, le 8 novembre ?
Mais oui, mais en fait, ça s'inscrit dans un cycle très long, c'est-à-dire qu'on voit comment en fait ce rapport il chemine. Il aurait pu impacter la présidentielle de toute évidence. On a compris son impact. Là, il sort maintenant avant les mi-termes, et c'est ce que je répète souvent, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on voit de manière assez subtile qu'il y a des décisions qui arrivent. Par exemple, là, en début d'année, on a eu l'abrogation par la Cour suprême de Roe versus Wade, de cet arrêt sur l'avortement. Ça, c'était un casus belli, c'était une déclaration de guerre. Les démocrates et les progressistes avaient dit qu'ils mettraient le pays à feu et à sang si cet arrêt était abrogé. Donc là, ça s'est passé. Il y a eu quelques manifestations, mais pas de l'ampleur de Black Lives Matter ou équivalent. Donc là, ça prouve que quelque chose a changé. Là, il y a ce rapport sur Hunter Biden qui sort. La parole se libère. Il y a dans un tout autre registre, par exemple récemment, quelqu'un comme Kanye West qui parle de la corruption et des moyens de pression qu'on a sur les artistes, sur les acteurs, qui libère la parole, qui fait aussi scandale aux États-Unis. Donc il y a un peu une chape de plomb qui est en train de se lever. Et je pense qu'en fait, la publication de ce rapport s'inscrit dans cette tendance-là. Alors après, en ce qui concerne les midterms en tant que tels, moi je voudrais quand même rappeler un sujet qui m'est cher, c'est qu'il y a toujours ce que disent les Américains, the elephant in the room, le gros sujet qui est dans la pièce, c'est la fraude électorale, parce qu'il y a quand même tous ces soupçons de fraude qui ont entaché la présidentielle de 2020, et en fait, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une dichotomie entre le peuple qui dit, mais attendez, il faut résoudre le problème du système électoral américain qui doit être réformé en profondeur avec des propositions très concrètes, et le think tank Marco Polo a fait des propositions en ce sens, notamment pour sécuriser le processus électoral américain, et vous avez les républicains et l'élite qui disent non, il faut passer à autre chose, 2020 c'est le passé, circuler, il n'y a rien à voir. Et donc ça, c'est une vraie question, parce qu'il y a une grosse partie de l'électorat américain, dont des partisans de Donald Trump, qui disent non mais attendez, là 2020 c'est pas réglé, la justice n'a pas fait son travail, les preuves de la fraude électorale n'ont pas été examinées, le processus, là j'ai vu récemment en début de semaine, le système de vote par correspondance et de early voting, c'est-à-dire on peut voter en avance aux États-Unis, il y a déjà des centaines de milliers de bulletins qui sont dans la nature, et ça va poser encore un énorme problème. Et moi, j'étais intervenu sur le documentaire, notamment 2000 mules, qui avait révélé la fraude qui existait, notamment liée au vote par correspondance. Et là encore, tout ça a été démontré. Donc, il y a quand même ce sujet qui mérite d'être abordé. Il faut quand même avoir conscience que le processus électoral aux États-Unis est loin d'être transparent et intègre. Alors, Charles Gave, deux questions. Celle sur les fraudes électorales, notamment, qui peuvent avoir lieu pour les midterms et qui n'ont pas forcément été réglées des dernières élections. Et deuxième question, puisqu'on parlait de cette chape de plomb qui se lève aujourd'hui autour de cette affaire Hunter Biden, est-ce que finalement, si elle se lève, est-ce que ce n'est pas aussi de l'intérêt de certains démocrates, ou peut-être de l'État profond, qui souhaitent se débarrasser d'un Joe Biden un peu encombrant ? Oui, mais vous savez, ça me rappelle quand il y avait Nixon et Agnew. Agnew, c'était quelqu'un dont plus personne ne se souvient, qui était le vice-président à l'époque, mais qui était complètement corrompu. Et ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait des gens qui avaient dit oui, mais attention, si on se débarrasse de Nixon, on va se retrouver avec Agnew. Donc c'était bien pire. Donc ils se sont dit, il y avait des t-shirts où il y avait marqué la principale protection de Nixon, vous mettiez Agnew de l'autre côté. Donc c'est assez rigolo. Et là, le problème, c'est que si vous virez Biden, qui vous avez ? Michelle Obama ? Non. C'est Kamala Harris, d'après la Constitution. Ah oui, d'après la Constitution, oui. Non, mais attends, alors si quelqu'un dont personne ne veut, parce qu'elle est à la limite de la déficience mentale, donc on a collé, cet État profond a réussi à coller à la tête des États-Unis un type qui devenait gâteux, et une autre qui était mais alors complètement incapable. Oui, mais est-ce que c'était pas volontaire, c'est ce que je veux dire. Je veux bien, mais... la question que ça pose, qui pour moi est essentielle, si le type est gâteux et que l'autre est incapable, qui prend les décisions aujourd'hui de taper sur l'Ukraine, de faire ceci, de faire cela ? Qui est la personne qui donne les ordres ? C'est pas le président, puisqu'il est gâteux. C'est pas la vice-présidente, puisque d'abord c'est pas dans ses pouvoirs. Alors qui, ensuite, selon vous ? Je sais pas. Et justement, j'aimerais savoir, cette politique quand même très agressive des États-Unis à l'extérieur, qui en a donné l'ordre ? Et là encore une fois, on ne sait pas. Donc, si vous voulez, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont pris le pouvoir dans l'ombre, là, et on ne sait pas ce qu'ils font. Alors, pour revenir à la fraude électorale,
Il faut savoir que le nombre de voix qui ont séparé Biden et Trump dans la dernière élection présidentielle, c'était 70 000 dans des endroits extrêmement bien choisis, c'est-à-dire que suffisamment pour faire basculer un État, mais alors que les gens qui étaient à 10 km, qui étaient dans un autre État, votaient de façon complètement différente. Donc, comme vous le dites, il y a beaucoup de présupposés de fraude. Mais là encore, on est tombé sur un blocage terrible. Et pour une raison alors qui est un peu compréhensible, c'est que l'ordre judiciaire américain, les juges, etc., n'aiment pas du tout intervenir dans des élections dont les résultats ont été proclamés. Parce que ça ressemble trop à un coup d'État judiciaire, si vous voulez. Oui. Donc, c'est pas facile quand vous êtes un juge, que le sénateur a été élu, le président a été élu officiellement, de dire écoutez, non, ça marche pas, on va recommencer. On voit même pas comment ça marche. Et en revanche, un rapport aurait pu être publié sur les sujets des fraudes afin de progresser sur les prochaines élections. Oui, mais il y a eu quelque chose qui a été changé, c'est un peu partout. Vous avez par exemple la Géorgie, qui était dans de ces endroits qui ont basculé, où on a changé la loi électorale. Parce qu'il faut savoir que la loi électorale aux États-Unis est du ressort de chacun des 50 États. Donc vous pouvez avoir une loi électorale ici qui permet le vote par correspondance, et puis une autre à côté qui ne le permettra pas. Donc c'est du ressort de chaque parlement. Vous savez qu'il y a 50 parlements, et en général du gouverneur local. Donc il y a beaucoup de travail qui a été fait, je dirais, dans les États républicains, comme le Texas, la Géorgie, etc. Dans les États démocrates, il y en a eu très très peu. D'accord, intéressant. Il y a eu, dans les États démocrates, les élections sont toujours parfaitement honorables. Il n'y a jamais aucun problème, il ne faut pas se faire de soucis, tout va bien. On pourrait faire d'ailleurs une comparaison avec ce qui s'est passé récemment au Brésil, mais bon, c'est pas notre sujet. Stanislas Berton, alors pour revenir d'abord sur l'homme de paille, peut-être le côté Joe Biden, homme, on va dire, lige de peut-être d'autres personnes derrière qui, tiennent vraiment les manettes. Qui a pris la décision notamment d'aller plus loin dans cette guerre en Ukraine, notamment c'était la question que posait Charles Gave, qu'en pensez-vous ? Moi, mon travail sur le mondialisme, c'est vraiment, on est au cœur du sujet, c'est-à-dire que on voit qu'il y a ces grandes institutions qui sont derrière, qui sont des think tanks, qui sont des cercles d'intérêt. On peut citer par exemple aux États-Unis, il y a le Council on Foreign Relations, par exemple, il y a la Round Corporation, puis c'est toute une histoire qui remonte. Il y a les réseaux, par exemple les réseaux de Kissinger. Il y a toutes ces structures en fait, parce que l'État profond, c'est ça. C'est-à-dire ce qu'il faut que les auditeurs comprennent, c'est que le mondialisme est un système qui détient réellement le pouvoir, mais qui, pour garder son pouvoir, donne des simulacres, notamment à tout ce qui est représentation politique. Donc en fait, les gens ont l'impression qu'ils vont voter pour un candidat de gauche et un candidat de droite, mais en fait, ils votent toujours pour le même système. Et ça, c'est le génie de ce système. Et c'est justement ce que j'essaye d'expliquer, c'est la logique que j'essaye d'expliquer dans ce travail d'analyse que je ne suis pas le seul à faire. Et ce qui est intéressant avec un personnage comme Donald Trump, c'est que lui, il est arrivé comme un chien dans un jeu de quilles. Oui. Et en fait, il a renvoyé tous les mondialistes de gauche comme de droite, parce qu'il y a aussi des mondialistes républicains qui cachent très bien leur jeu, on les appelle les rhinos aux États-Unis. Et en fait, il a montré le double jeu de tous ces gens-là, et avec que ça soit la question de la fraude électorale et la question du rapport Biden, en fait, la vérité est révélée, et comme un peu disait Warren Buffett, c'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui nageaient tout nus, quoi. C'est-à-dire, on voit qui est qui aujourd'hui. Alors, et sur ce rapport Marco Polo, tout de même remis à l'ensemble des membres du Congrès, est-ce que depuis cela a fait du bruit aux États-Unis, Stanislas Berton ? En fait, c'est-à-dire que ça a pas, comme les grands médias n'en parlent pas, l'opinion publique qui ne s'informe que par grands médias ne le sait pas, mais tous les gens qui suivent ce dossier-là de près, tous les patriotes, en fait, connaissaient déjà tous les éléments. Ah oui. C'est-à-dire que même nous, je pense que Charles et moi-même, nous sommes dans le même cas, on suivait l'affaire depuis très longtemps, donc ce rapport, il ne nous a pas appris grand-chose. Il peut apprendre des choses aux gens qui découvrent l'affaire aujourd'hui et qui se prennent ces 630 pages de corruption dans la tête. Voilà. Mais je crois pas que. Mais après, pour le reste, non. Je crois pas que le but de ce rapport a été de prouver quelque chose qu'on n'avait pas besoin de prouver parce que tout le monde le savait. Exactement. Le but de ce rapport a été de forcer ceux qui ne voulaient pas voir par entendre
à dire que ça a peut-être existé. Donc, je ne crois pas que le but de ce rapport ait été de montrer la corruption de la famille Biden, ça tout le monde est au courant, et depuis très longtemps, mais c'était juste de dire justement au ministère de la Justice, et c'est ce que les républicains commencent à dire, quand nous reprendrons le pouvoir au Congrès, nous vous ferons passer en jugement. C'est-à-dire que derrière ce rapport, il y a toutes les preuves dont on a besoin pour mettre en quelque sorte en examen Madame Clinton, etc. Donc c'est pas inutile, c'est le début de l'inquisition par les gens normaux de cet état profond et comment on va peut-être essayer de nettoyer les écureuils. Une menace finalement. C'est une menace, on leur dit attention les gars, parce que et vous savez que dans la justice américaine, si vous avez commis un crime et que vous balancez vos copains, en principe, on réduit beaucoup votre peine. Donc, il va y en avoir qui vont se mettre, à mon avis, si les élections se passent comme on me dit qu'elles vont se passer, on peut avoir beaucoup de gens qui vont se mettre à chanter comme des canaris. Quoi. Alors, mais le but était plus une menace pour la suite plutôt que pour jouer, dire, même pour les élections. Oui, mais ça a un effet, parce que, par exemple, Fox en parle tout le temps. Donc Fox News a quand même repris l'affaire Hunter Biden. Tout à fait, mais c'est surtout pour dire aux gens, on a commencé le travail d'investigation qui va vous amener en tôle à vie. Et vous considérez qu'aujourd'hui, avec le niveau de la justice qu'il y a aux États-Unis, si les midterms ne donnent pas les républicains gagnants, l'affaire sera encore enterrée? Bien sûr, mais par contre, on a commencé à dire, par exemple, il y a 2 ou 3 grands sénateurs américains qui ont dit qu'ils comptaient inculper le ministre de la Justice, Garland. Le dernier ministre de la Justice qui a été inculpé, ils vont s'en souvenir, c'était Mitchell qui était au moment du Watergate. Oui. Donc ça rappelle des vieux souvenirs. Ah oui, tout à fait. Stanislas Berton, à ce sujet, donc vous considérez vous aussi que finalement, ça ne va pas forcément changer grand-chose pour les élections des midterms, mais peut-être pour la suite, c'est peut-être une annonce sur ce qui risque d'arriver pour les corrompus de cette affaire Hunter Biden? Oui, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est un mouvement de fond, c'est-à-dire qu'il y a justement ces réseaux mondialistes qui sont en train d'être vraiment attaqués, démantelés, leur réalité apparaît, et alors elle apparaît de façon progressive. Et je prends toujours cette métaphore, c'est-à-dire que quand les gens vivent dans une espèce de réalité parallèle, dans un mensonge, vous ne pouvez pas arracher le bandeau des yeux et leur mettre la lumière crue en pleine tête d'un seul coup, parce que sinon, voilà, c'est trop fort. Donc moi, ce que je vois depuis un moment, c'est qu'en fait, on distribue la vérité à petite dose homéopathique. C'est-à-dire que petit à petit, il y a des révélations qui sortent dans des secteurs différents et qui petit à petit aident les gens, aident le grand public qui ne connaît pas du tout ces sujets à comprendre en fait l'ampleur de la corruption, la réalité, la nature profonde des gens qui dirigent le système aujourd'hui. Et en fait, c'est un travail de fond qui se fait par étapes. Et moi, je pense qu'en effet, le rapport de Marco Polo s'inscrit dans ce processus plus large qui est en train de toucher les États-Unis, mais aussi la France et le monde. Et finalement, vous êtes assez optimiste sur une forme de révélation au grand jour des... Oui, mais tout à fait. Je suis très optimiste et je suis justement, j'aime beaucoup cette parole de l'Évangile qui dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Oui, c'est ce que disait Jean-Paul II tout le temps. Mais alors, il y a aussi autre chose qu'il faut dire, c'est qu'il faut savoir que Biden représente un peu, dans la partie État profond, l'industrie de l'armement. Avec les Clinton, mais Madame Kamala Harris représente le 2e grand corrupteur des États-Unis, qui est l'industrie de la santé. Les Pfizer de ce monde. Donc, pour l'instant, on est en train de nettoyer l'état profond lié à l'armement, qui fait très bonnes affaires en ce moment en Ukraine, par exemple. Oui. Mais il y aura un 2e état profond à nettoyer derrière, ce sera celui de la santé. Mais ça, on s'attaque qu'à un truc à la fois. Donc, parce que je voudrais qu'on revienne d'ailleurs sur cette affaire Biden. Donc, vous l'expliquiez tout à l'heure, Charles Gave, que finalement, Joe Biden est depuis longtemps le spécialiste de l'Ukraine. Enfin, en tout cas, la personne détachée pour l'Ukraine aux États-Unis. Par Obama, c'était lui qui s'occupait de ça, oui. Oui. Depuis bien longtemps, avec les éléments dont on a déjà parlé, c'est-à-dire le développement notamment d'entreprises gazières et donc peut-être aussi de systèmes d'armement, enfin d'achat d'armement américain.
D'achat d'armement américain, puis il faut savoir que l'Ukraine avait aussi une industrie d'armement légère, etc., qui a beaucoup travaillé au moment où les États-Unis ont essayé de faire tomber la Libye, parce qu'il y a plein, la Libye et puis ensuite la Syrie, il y a plein d'armes qui ont transité à partir des États de l'Ukraine, qui filaient en Libye, puis ensuite qui filaient en Syrie, pour essayer de déstabiliser les Assad. Et il faut savoir aussi que ceux qui ont arrêté le contrôle de la Syrie, ça a été les Russes. Les forces russes ont fait reculer les Américains à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'ils détestent... Il y a déjà cette vieille opposition... Mais c'est pour ça qu'ils détestent Poutine, parce qu'il les a coincés 2 ou 3 fois en Géorgie, en Syrie, etc. Donc il faut se débarrasser de cet empêcheur de danser rond. Stanislas Berton, sur le rôle des Biden en Ukraine depuis toujours, on a parlé de l'armement, on a parlé un peu du gaz, et vous parliez également de l'influence des Biden, de Hunter Biden, dans cette entreprise, pour le coup là c'est la santé, le laboratoire biologique, bactériologique. Oui, tout à fait. Via Metabiota, il y a aussi une entreprise qui s'appelle Black & Veatch, qui est beaucoup moins connue que Metabiota. Mais en fait, ce qu'expliquait très bien Charles, c'est qu'il faut voir que toutes les pièces du puzzle en fait sont connectées. C'est-à-dire que, par exemple, c'est lié à la géopolitique, en effet, avec la Syrie, avec la Libye. Là, dans l'affaire, par exemple, Metabiota, celui qui dirigeait Metabiota, c'est Nathan Wolf. C'est quelqu'un qui était proche de Ghislaine Maxwell, donc la compagne de Epstein. Donc vous voyez, c'est un petit monde. Et quand vous travaillez sur ces dossiers, vous retrouvez toujours les mêmes noms, les mêmes figures. Et en fait, vous voyez que c'est un système qui se tient. Et c'est pour ça que je dis toujours, le mondialisme, c'est une mafia. Et c'est une mafia qui fonctionne exactement comme la mafia, avec des grandes familles mafieuses, donc dont les Biden font partie. Et en fait, cette mafia, elle a ses branches, elle a un peu ses tentacules dans chaque pays. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ces tentacules sont en train d'être méthodiquement coupés secteur par secteur et qu'on ne peut pas comprendre. Par exemple, l'affaire Biden aux États-Unis, sans comprendre ce qui se passe en Ukraine, sans comprendre ce qui se passe avec la partie bactériologique, sans comprendre les histoires de chantage et de mœurs qui sont l'affaire Epstein. Vous voyez, c'est tout un système interconnecté et ce qu'il faut essayer de montrer aux gens qui s'intéressent à ces sujets, c'est comment tout ça fait système. Alors, il y a une question importante, par exemple, puisqu'on parle d'Epstein, c'est que, bon, Epstein... il s'est suicidé d'une balle qu'on lui a tirée dans la tête, si je veux dire, selon la formule célèbre. Dans une prison très surveillée, mais les 2 caméras ne marchaient plus. Je ne sais pas, c'est bien triste, mon pauvre monsieur. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on a la liste, le ministère de la Justice, de tous les gars qui ont pris l'avion d'Epstein pour aller dans l'île, là-bas. On a la liste. Avec certains noms français, d'ailleurs. Oui, et qu'est-ce qu'on attend pour poursuivre ces gars-là? Parce qu'ils ont tous été pédophiles. Donc, qui on attend? Le président Clinton en faisait partie, etc. Donc là encore, on voit un autre scandale, le scandale Epstein, qui est bloqué au ministère de la Justice. Donc, mais pas seulement américain, là, même en France, on a les éléments. On a les éléments, mais il ne se passe rien. Oui, personne. Jean-Luc Brunel, Jean-Luc Brunel qui était le... Pardon. Il est mort aussi, celui-là, non? Il est mort en prison, c'est la prison dans la santé. Il est mort lui aussi en prison en France, qui était le numéro 2 d'Epstein, qui était son rabatteur, qui rabattait des mannequins français pour son agence, qui envoyait de la chair fraîche. Il est mort aussi dans des circonstances mystérieuses. Et il avait le point de chute d'Epstein en Europe, c'était l'appartement de Brunel, avenue Foch. La France est extrêmement... Et Ghislaine Maxwell a la nationalité française. Oui, sa mère était française. Sa mère était française. Ouais, ça pose beaucoup de questions. J'ai une dernière question, peut-être un peu naïve. Est-ce que finalement la guerre en Ukraine... il se trouve que c'est justement sous Joe Biden, qui était le monsieur Ukraine de Barack Obama. Est-ce que si ce n'avait pas été Joe Biden, les choses se seraient passées différemment? Les choses se seraient passées différemment, bien entendu. Mais ce qu'on peut dire, c'est que, imaginez qu'il y a des traces profondes d'une éventuelle corruption de la famille Biden en Ukraine. Mais à ce moment-là, je suis bien certain que les services secrets ukrainiens sont au courant. Et qui font savoir qu'on ferait bien de défendre l'Ukraine, parce que sinon, on va lâcher tout le dossier sur Biden et sa famille. Donc, à partir du moment où un président des États-Unis est compromis à ce point-là... Tout le monde se tient par la babichette, en fait. C'est pas ça, c'est que les services secrets ou les puissances doivent dire où tu fais ce qu'on me dit. Ou on balance. Ou on te balance. Non, mais ça me paraît de la bonne mafia, non? Donc, finalement, peut-être que les choses vont être assez rapidement balancées, puisqu'on voit même... C'est pour ça que j'avais très peur de ce qui se passait il y a à peu près 2 mois, parce que je me disais, s'ils doivent faire l'irréparable, c'est-à-dire déclencher une guerre avec la Russie, c'est dans les 2 mois qui viennent, parce qu'après, ils auront du mal. Stanislas Berton, le mot de la fin?
Oui, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit, même complètement d'accord avec ce qui a été dit par Charles. Le vrai risque qu'il y a dans ces sujets, c'est un peu la politique de la terre brûlée. C'est-à-dire, si on n'arrive pas à cacher nos turpitudes, la solution, c'est on va enterrer tout le monde et tout le monde va mourir par le feu, quoi. C'est un peu, puisque ça, c'est le vrai risque. Et voilà, on sait quand un animal est acculé, c'est là où il est le plus dangereux. Moi, je crains que l'État profond est dans une situation de plus en plus difficile, de plus en plus acculé. Et c'est là où je pense qu'il peut être le plus dangereux. D'accord. Et prendre des décisions les plus irrationnelles aussi. Eh bien, merci beaucoup à vous deux. Je croyais que vous étiez optimiste, Stanislas Berton. Mais on l'est, puisqu'on va essayer de se débarrasser de ces ordures. Oui, mais on ne oui. dit pas que ça va se passer sans dégâts. Oui, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. C'était absolument passionnant pour cette table ronde, notamment autour du rapport Hunter Biden, publié par le think tank Marco Polo. Merci à vous, Charles Gave, fondateur de l'Institut des libertés. Merci à vous, Stanislas Berton, spécialiste des risques systémiques, analyste des effets du mondialisme. Et je vais citer votre dernier livre, La France retrouvée, aux éditions Le Temps retrouvé. Merci à vous deux. Retrouvez Ligne droite avec le soutien de terredefrance.fr, une collection d'articles entièrement fabriqués en France et dont tous les bénéfices sont reversés à des agriculteurs, des familles de militaires et des écoles rurales. terredefrance.fr. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.